Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je reçois une personnalité hors du commun. La journaliste Christelle Cronier qui vient de sortir aux éditions Guitry Daniel, Pas si perché, un ouvrage qui retrace son propre parcours de son éveil à la spiritualité à la découverte de sa propre intuition. Un guide avec des conseils pratiques et paroles d'experts pour faire grandir sa spiritualité en cassant en chemin quelques-unes de ses pensées limitantes. Oui, parce que Christelle n'a pas un parcours commun. À 10 ans, elle vit une expérience de mort imminente. On parle d'une EMI et depuis, elle communique avec l'invisible. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux me raconter ce moment déterminant de ta vie? À 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que le soir, je me couche dans mon lit. Pas malade? Tout à fait normal, voilà. Et le matin, je me réveille à l'hôpital. Voilà. Et entre-temps, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, auquel réagit ton chien. Je sais pas si on l'entend. Tara, qui est trop mignonne. Elle confirme tes propos. Ouais, c'est ça. Elle valide à chaque fois. Voilà. Donc en fait, entre-temps, j'ai vécu des choses qui m'ont fait relativement peur, on va dire, et que j'ai voulu effacer de ma mémoire aussi vite. D'autant qu'après, si tu veux, pendant 3 ans, les médecins ont voulu examiner mon cerveau Bien pour sûr. comprendre ce qui s'était passé. Donc je suis passée par je ne sais combien d'encéphalogrammes. On te met des sortes d'aiguilles sur la tête et puis on analyse ce qui se passe. Mais alors ce soir-là, tu te couches, t'as pas mal à la tête? Rien du tout. Rien du tout. Non. Et qu'est-ce qui va se passer alors durant cette nuit? Il va se passer que je vais m'arrêter de respirer. Mon chat qui dormait sur mon lit à ce moment-là s'est mis sur ma tête probablement pour me protéger. Oh. Donc mais ça a accentué évidemment l'étouffement. Ah ouais. C'est vrai. Je disais c'est mignon, oui, pas tant que ça en fait. Mais elle a dû sentir que voilà, il se passait quelque chose de bizarre. Et moi j'ai souvenir en fait d'être sortie de mon corps. J'ai souvenir. Alors ça paraît banal, hein, j'ai envie de dire, parce que finalement on en entend beaucoup maintenant des témoignages de mort imminente. Mais moi, en effet, j'ai souvenir d'un endroit noir. Alors je peux pas dire que c'est un tunnel spécifiquement ou pas. En tout cas, c'est pas tellement, j'allais dire, à l'aller, mais plutôt au retour que ce tunnel m'a fait peur, que cet endroit noir m'a fait peur, parce que bon, quand on est enfant déjà, on a un petit peu peur du noir généralement. Bien sûr. Et en plus, j'avais peur de pas me retrouver. En fait, je savais pas où j'étais. Ouais, mais toi, t'as vécu un truc terrifiant en fait. Beaucoup parlent d'un moment de douceur, de plénitude. Ah si, moi j'ai vécu aussi ça, la douceur et la plénitude. C'est juste au retour que j'ai eu peur. Mais sinon, en effet, tu te retrouves alors je vais même pas dire un endroit, parce que c'est comme s'il y avait pas d'espace ni de temps. Wow. C'est comme si tout tes sens était totalement exacerbé. Ça c'est vraiment très très perturbant à vivre, et en même temps d'une sérénité extrême. Tu te sens en fait dans une paix que je crois que moi j'avais jamais connue. Après j'étais jeune, hein, mais que en tout cas je n'ai jamais connue depuis. Tu te sens profondément connecté aux autres, connecté je sais pas, à l'espace, connecté à tout quoi en fait. Et t'as l'impression d'être léger. D'ailleurs, je pense que tu l'es à ce moment-là. Et peut-être que t'as pas en effet le poids du corps. Bon, donc l'âme est légère en effet. C'est dingue, j'ai plein de questions à te poser ensuite. C'est hyper intéressant parce que toi, tu vis ça à 10 ans. À 10 ans, on sait pas ce que c'est l'expérience de mort imminente, donc on n'a pas de biais cognitif, comme on dit. Je sais pas si t'avais lu plusieurs bouquins sur le sujet. Rien du tout. Mais voilà. À cet âge-là. Bah non. Toi, t'es encore avec tes Barbie. Là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu décris exactement la même chose que des gens adultes qui l'ont vécu aussi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est ça qui est, je trouve très bizarre, c'est que maintenant on dit qu'il y a des millions de personnes en fait dans le monde qui font cette expérience-là, toutes classes sociales confondues, tous âges confondus, toute nationalité confondue, toute religion confondue, ouais. Et c'est vrai que en fait les témoignages sont concordants, donc
comme je dis, on peut pas avoir fait un mensonge planétaire, quoi. C'est trop tous ligués pour dire. Surtout toi, t'étais la chef de file du syndicat. Exactement. À 10 ans. Et à ce moment-là, tu te sens connectée? Est-ce que tu es en lien avec d'autres personnes? Tu vois, cet endroit, il ressemble à quoi? Je saurais pas décrire à quoi ça ressemble parce qu'en fait, moi, c'est surtout des ressentis. C'est-à-dire le ressenti d'être dans un endroit où tu es bien. Et ça se comment dire, ça ne se calcule pas en termes de vision, si tu veux. C'est quand ça je te dis s'analyse pas non plus. Non, ouais. Je dirais, c'est plus comme si c'était au niveau moléculaire, quoi, tu vois. Okay. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être complètement dedans, quoi, en fait, dedans et bien. Moi, je décris ça souvent comme on est une petite vague et on est chacun une petite vague et on forme tous l'océan. Voilà. Et là, t'as l'impression d'être dans un océan de tranquillité, de plénitude et surtout de bienveillance, mais pas au sens comment galvaudé et un peu cucu qu'on lui donne. C'est ce que j'allais dire. Ici, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ça, c'est juste t'es bien en fait. Wow. Et oui, j'ai vu la mère de mon père que je ne connaissais pas. Enfin, je la connaissais en photo, mais je la connaissais pas parce que elle est décédée quand mon père était très jeune. Voilà. Qu'est-ce qu'elle Elle m'a dit, mais encore une fois, c'est pas en mots. C'est comme si tu étais dans une forme de télépathie, mais pas une télépathie de l'esprit. Hein. C'est comme si c'était un truc, tu sais, qui venait du cœur. Enfin, je sais pas comment te décrire ça. Okay. Et elle me dit, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et en fait, je me sentais hyper bien. Et oui, bah toi, tu étais là, bah oui, je confirme. Et je suis repartie, je ne sais pas comment. Je te dis juste que j'ai eu ce truc là dans le noir qui m'a fait flipper. Mais quand j'ai réatterri donc dans ce lit d'hôpital finalement, les médecins savaient pas ce qui s'était passé, mes parents ne savaient pas ce qui s'était passé, voilà. Mais ce qui est étrange, c'est que en fait, j'ai pas souvenir qu'on m'ait posé beaucoup de questions. Tu vois, et après c'est comme si tout le monde avait un peu effacé ça de sa mémoire, de ma vie, quoi. En fait, c'est comme si parce que j'ai une famille extrêmement rationnelle et j'ai été éduquée dans un certain formatage très carré, tu vois. Il fallait avoir un gros poste dans une grosse boîte, etc., etc. Ça, oui. Et ça, j'ai l'impression que ça dépassait un peu les notions de l'entendement, donc on a un petit peu étouffé le truc, quoi. Voilà. Et ça n'est que bien plus tard, et moi aussi du coup je l'ai étouffé, et ça n'est que bien plus tard que j'ai accepté ou décidé de m'y ouvrir. Alors c'est intéressant parce qu'en plus t'es devenue journaliste et le journaliste il cherche à comprendre le monde. Je trouve que ça fait un peu sens si toi-même t'as pas compris ce qui t'est arrivé à ce moment-là et que personne t'a donné les clés autour de toi, quoi. Ouais, alors je suis pas allée sur des sujets, tu vois, spirituels ou de développement personnel dans un premier temps. Hein. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai touché à peu près à tous les sujets en tant que journaliste. Et avant d'être journaliste, d'ailleurs, moi, je fais ma vie à l'envers. Je vis ma vie à l'envers. C'est Benjamin Button. Pourquoi? Ça m'intéresse d'un point de vue ridicule, ça. Parce que je te dis, il fallait que j'ai des gros postes dans des grosses boîtes. Donc j'ai beaucoup travaillé pour. Okay. Et je suis devenue directrice des magazines, donc en chaîne. Directrice des magazines, c'est donc s'occuper de toutes les émissions. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années pour TPS à l'époque, c'était la télévision par satellite, puis Canal+ parce qu'on a fusionné. Et après, à un moment donné, je me suis dit, comment ça se fait qu'avec tout ce que j'ai, je ne suis pas heureuse? Alors que vraiment, j'avais extérieurement, j'avais tout ce qu'on appelle les critères de réussite. La liste était checkée. Oui, j'avais tout checké. Hein. Je m'étais mariée, j'avais des enfants, j'avais un super job, je voyageais beaucoup, je rencontrais plein de personnalités, etc. Bon, et mon téléphone sonnait tout le temps. Mais je me suis rendu compte, tu vois, si ça peut j'allais dire, je pense bien coller avec ton angle à toi, la leçon. C'est ce sentiment de comme si la réussite dans ce cas-là pour moi était un échec par rapport à moi-même.
Et c'est à partir de là que je suis repartie sur les routes en tant que journaliste. Donc tout le monde m'a dit tu as pensé que je pétais un plomb parce que avant je dirigeais des équipes de de journalistes, de rédacteurs en chef, de producteurs, etc. Tout ça. Donc quelque part c'était pour eux redescendre dans l'échelle sociale, on va dire. T'étais à contre-courant complet, ouais. Voilà. Mais moi, c'était nécessaire chez moi pour comprendre les choses. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu comprendre. Ouais. Et dans un premier temps, tu vois, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais pas heureuse avec tout ce qu'on définissait comme les critères habituels de réussite. Donc je suis allée faire plein d'interviews autour de ça. Puis ensuite, j'ai fait beaucoup d'interviews dans le domaine du bien-être, du lifestyle, etc. pour essayer d'analyser qu'est-ce qui pouvait nous rendre heureux et nous apporter un peu de douceur, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai fait aussi beaucoup d'interviews de personnalités, de grands champions, de grands entrepreneurs pour comprendre quel était leur parcours, leur chemin et essayer de trouver des clés. Et puis petit à petit, j'ai dérapé, on va dire, vers le développement personnel. J'adore le dérapage. Voilà. Je suis tombée dedans, bon. Vraiment par hasard, mais et tu vois là maintenant, tout à coup, aujourd'hui, j'en suis à faire des interviews autour de la spiritualité ou d'être interviewée autour de la spiritualité parce que ce chemin-là m'a vraiment menée à tout ça. Et à me reconnecter justement à l'enfant de 10 ans que j'avais un peu oublié. J'imagine que c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Quand tu retournes dans ton corps. Oui. Déjà, première question. Est-ce que t'es pas presque un peu déçu parce que tu viens de vivre quelque chose de tellement extraordinaire avec une sorte de plénitude de dingue? J'imagine que c'est presque un peu violent en fait de retourner dans un lit d'hôpital tout d'un coup sans tous ces sens exacerbés, non? Comme j'étais une enfant, je crois que les enfants, ils ont cette capacité, en fait, à que n'ont plus les adultes souvent, à vraiment être dans le moment présent. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que finalement, tu te retournes moins vers le passé, et puis tu présages rien non plus pour le futur, à part je serai. C'est tellement vrai. Oh, j'ai envie d'être une enfant à nouveau. C'est trop vrai. T'es là, tu fais ta liste de Noël, c'est le seul truc que tu prévois, quoi. Oui, exactement. Ça fait du bien aussi. Hein. Ouais, c'est clair. D'être comme ça. Il faut redevenir comme ça. Donc j'étais pas tellement dans le regret, j'étais plus, tu vois, dans la peur qu'il me réarrive un truc et que je doive passer par un truc noir, quoi, voilà. Ah oui, je comprends. Donc j'ai plutôt voulu effacer ça. Par contre, plus j'avance dans ma vie, plus ça m'est revenu ce souvenir en fait de douceur extrême, de bien-être, etc. que j'avais retrouvé je sais pas si on peut dire là-haut ou oui, quelque part nous allons dire. Mais du coup ça coïncide pas avec ta vie terrestre, quoi. Ce bonheur là que tu recherches, il peut pas être le même forcément sur une expérience de vie comme on la vit, quoi. Puis tu ne retrouves pas, en tout cas moi j'ai jamais retrouvé ça, on va dire ici, la forme d'amour en fait dans laquelle tu t'es retrouvé baigné. Wow. Et ça c'est assez difficile de te dire que et je te dirais même dans les formes d'amour, on va dire extrêmes. Par exemple, j'ai 2 enfants, donc je on va dire que pour ce qui est de l'amour inconditionnel, je vois à peu près ce que c'est. Mais même ça, c'est pas encore à la hauteur de ce que tu vis. Et j'allais dire que je souhaite à tout le monde, mais tout le monde va l'avoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, malheureusement. Moi, je vais l'avoir 2 fois. Enfin, peut-être plus, on sait jamais si on refait des trucs. Moi, j'ai pas envie non plus. Prends-toi un petit masque d'oxygène la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ce soir-là? Est-ce qu'on a compris? Et comment tes parents t'ont découvert? Parce que ça aurait pu durer des heures avant qu'on te découvre, quoi. Personne n'a compris et en fait c'est mon frère qui m'a découvert dans ma chambre. Mes parents l'avaient interdit de venir dans ma chambre pour me laisser dormir en fait, et lui est venu malgré tout parce qu'il voulait prendre je sais pas quoi, un jouet dans ma chambre ou quelque chose. Un frère, quoi. Voilà. Et là il m'a trouvé dans mon lit inerte avec le chat sur ma tête, et ma mère m'a enfourné dans sa voiture en appuyant sur le klaxon. Ça se passait à Nice. À l'époque, on habitait dans le sud.
Et voilà, elle est arrivée toute berzingue à l'hosto. Elle m'a collé sur un brancard. Après, elle a compris que c'était pas un brancard fait pour moi, c'était un brancard pour une ambulance qui arrivait. Mais moi, elle m'a mis sur le brancard et hop, boum. Oh bah ouais, j'imagine la maman quoi. Ouais. C'est dingue. C'est dingue et c'est beau aussi parce que ça. C'est un peu comme si on t'avait mis ça sur ton chemin pour que tu expérimentes quelque chose et que tu t'en serves en fait. Ouais. Parce qu'après il y a quelque chose chez toi qui s'ouvre de l'ordre de l'impalpable, c'est ça? Ouais, je suis persuadée que si on m'a fait avoir cette expérience-là, donc on va dire si j'ai dû remonter ou en tout cas repartir, je ne sais où, dans un monde parallèle, on va dire, c'est pour me redonner certaines choses, me rouvrir certaines connexions. Et tu sais, ce qui est bizarre, c'est que aujourd'hui que ces connexions, on va dire, se sont ouvertes, et puis aujourd'hui que j'ose en parler, parce que pendant très longtemps, je les ai tues. Tu dégages une autre énergie, et tout à coup, en fait, t'as plein de gens qui viennent te parler de ces choses-là. Et ce qui est étonnant, c'est que il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont connectés, qui en fait ont fait une EMI à un moment donné de leur vie. Ah ouais, alors, est-ce que c'est un passage nécessaire pour t'ouvrir? J'en sais rien, tu vois. En tout cas, moi, je suis persuadée que ça m'a permis de récupérer des choses. Et il y a eu aussi un autre épisode très bizarre dans ma vie. Enfin, il y en a eu plein. Ouais, j'imagine qu'à ce stade, t'as un petit carnet, quoi. Mais je veux dire, au niveau des enseignements et des connexions, il y a eu un passage dans ma vie pendant peut-être 2 ans où je me couchais le soir dans mon lit, je m'endormais, mais c'était un sommeil hyper bizarre parce que je me réveillais vraiment crevée. Et j'avais le sentiment, mais vraiment, je saurais pas te dire pourquoi ni comment, hein, que c'était comme si toute la nuit, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé à l'oreille pour me dire des trucs. Et impossible de me rappeler derrière ce qu'on m'avait dit. Trop bizarre, juste un feeling, quoi. En fait, comme si on m'enseignait des choses, on m'apprenait des choses. Et en effet, peu de temps après, à chaque fois, j'avais des trucs qui s'ouvraient. Et comme tu dis, une journaliste, ça aide découvrir le monde. Bah ouais. Et j'ai le sentiment que même dans le domaine de la spiritualité, on m'a enseigné comme à une journaliste. C'est-à-dire, si tu veux, plein de sujets différents en parallèle. Donc, j'ai le sentiment qu'on a voulu me montrer plein de choses pour que je sois aussi en capacité derrière d'en parler, tu vois, de transmettre des messages, d'expliquer des choses. Comme le fait en fait une journaliste. Ouais, c'était quelqu'un dans ton oreillette, littéralement. Un peu, ouais, c'est ça. Je suis dans une émission, tu sais, c'est Truman Show. Oui, c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est ouvert chez toi quand tu dis qu'à chaque fois tu débloquais quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était du magnétisme le mardi et de voir, je sais pas. Non, ça s'est ouvert très très progressivement. Alors, j'ai commencé à voir des gens autour de moi. C'est pas terrifiant, ça. La première fois, ça m'a fait peur. Et après, j'avais pas le sentiment qu'ils étaient, négatifs, quoi. Donc je me suis calmée là-dessus. Mais pendant un bon moment, ça, c'était peut-être entre mes 10 ans et mes 18 ans. Ça m'a fait peur. Mais bon. À chaque fois, je me disais, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup de créativité, etc. Bon. T'en parlais pas, j'imagine, à ta famille? Non. Pas très réceptive? Non, j'en parlais pas du tout, non. J'ai eu un épisode une fois où j'étais toute seule chez moi, dans la maison de mes parents, et où, en fait, j'ai vu des gens, j'entendais le parquet craquer, j'entendais, c'était, j'ai tellement flippé que j'ai appelé mon grand-père peut-être à minuit, j'ai dit, je peux venir dormir chez toi? J'ai trouvé un prétexte. Ah ouais, tu m'étonnes. Déjà, ça, les enfants qui ont effectivement de l'imagination, pour eux, c'est terrifiant. Ouais. Mais si toi, en plus, tu les vois, ça fait beaucoup, là. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai regretté à ce propos, quand tu parles d'enfants, j'ai regretté plus tard mon fils, Ange. Il est très connecté aussi. Tu serais pas corse? Ange. Ma grand-mère a vécu en Corse, ouais. Parce que c'est un prénom qui est très connu en Corse. Exact. Et bon, comme je suis corse. Et ben voilà, tu vois, on a une maison pas très loin d'Ajaccio. Oh, la chance, trop bien.
Oui, mon fils, pardon, il était très souvent, en fait, il n'arrivait pas à dormir comme tous les enfants le soir, etc. Mais lui me disait qu'il voyait du monde dans sa chambre, quoi. Et à l'époque, j'étais pas du tout connectée, ou en tout cas je refusais tout ça, donc je l'ai vraiment rabroué plein de fois, je lui ai complètement refermé toutes ces connexions comme on le fait beaucoup, parce que de toute façon on est dans un monde ultra formaté ici, où on te dit il faut rester dans ton cadre et dans ton étiquette, parce que si tu en sors, oulala, attention, ça va être très dangereux pour toi, à commencer par comment dire, les problèmes de sécurité financière, à côté, tu vois, ou alors tu vas être jugé par les autres. Alors en fait, on nous enferme dans plein de choses qui font que après, finalement, nous on reproduit la même chose par peur, quoi. Bien sûr, avec nos enfants, par peur, par mimétisme, et puis par tu sais, quand t'es un enfant et qu'on te dit des choses, tu crois toujours l'autorité supérieure, hein, les parents, les profs, voilà. Alors beaucoup moins maintenant. Ceci dit, je trouve que les jeunes, ils ont beaucoup plus de liberté aujourd'hui. Ça me fascine quand je vois ça, des jeunes qui c'est ont génial, assez confiance en eux pour dire je ne suis pas d'accord pour telle raison. Je suis là, waouh, go. C'est ça, c'est génial. Moi, j'y suis confrontée avec mes enfants. Alors c'est pas simple à vivre. Ah oui, bon courage. Mais par contre, c'est très challengeant, et puis surtout, moi je suis aussi fascinée par le niveau, en fait, j'allais te dire, de connexion des jeunes. Enfin, j'ai le sentiment que ils ont compris beaucoup plus de choses que nous sur la vie à leur âge, et c'est pas du tout dû à Internet, etc. Machin. Non, ça au contraire, c'est plus un truc qui continue à les formater. C'est clair. Mais par contre, ils ont une ouverture d'esprit, ils ont une solidarité qui, moi, me touche beaucoup, en fait. Ouais, c'est fou. C'est pas la première fois que j'entends ça, et je trouve ça génial, et ça me donne d'ailleurs de l'espoir pour le futur. Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas chouettes par ailleurs, donc je me dis au moins on a une génération qui va peut-être un peu sauver les choses, quoi. Qui va être en capacité de se battre et de faire les choses un peu autrement. Moi j'analyse ça aujourd'hui en termes, tu sais, de niveau d'âme. Et je pense qu'on n'a pas tous le même niveau d'âme, parce que je crois beaucoup dans le karma et dans le fait que on revient, en fait, de vie en vie pour se perfectionner et augmenter en niveau de conscience. Et j'ai le sentiment que parmi les jeunes, cette fois-ci, il y a beaucoup de vieilles âmes, ce qu'on appelle des vieilles âmes. Moi, je crois 100% aux vies antérieures. Alors, ceux qui nous écoutent, peut-être très certainement pas. Et d'ailleurs, c'était pas ma culture. Je suis catho. Personne parle de ça dans le milieu catho. Quand on voit des petits-enfants de 2 ans qui ont des propos en disant « Et alors, j'étais mariée avec Jean-Claude de la ferme de machin » et qui donnent des détails précis. Mais c'est ça, c'est dingue. Des histoires de réincarnation. Franchement, il y en a partout, en fait. Ouais. Tu regardes, mais il y a des choses de dingue, hein. Fascinant. Moi, j'ai lu des choses là-dessus, je me dis, mais waouh. C'est clair. Au moins, ça, je sais pas, ça ouvre à quelque chose de l'ordre du peut-être, quoi. C'est ça. Quand tu vois ça. C'est exactement ça, parce que moi aussi, j'étais très fermée à toutes ces histoires-là, hein. Vraiment, comme je te dis, famille très cartésienne, et j'ai pas été élevée comme ça non plus, hein. Mais, il y a des choses, que tu peux pas, j'allais dire réfuter. Si tu peux les réfuter, mais c'est pas ça. C'est, quelles que soient tes croyances, que tu une croyance dans une sorte de une forme de spiritualité, ou que tu crois dans une religion, ou que tu crois en rien, en fait, peu importe. Ce qui est important, je trouve, c'est d'être dans l'ouverture d'esprit. C'est moi, j'aime beaucoup une citation de Schopenhauer qui dit, en fait, une vérité ne devient, en fait, vérité que à travers, je crois, ces 3 étapes. La première étape, c'est quand tu dis quelque chose, tu pensais être la vérité, va être ridiculisé. Deuxième étape, les gens vont être totalement en opposition contre ça. Et puis la troisième étape, c'est finalement, on va accepter la vérité, enfin cette vérité-là, comme une réalité absolue. Intéressant. Alors là, on est clairement dans la deuxième étape pour beaucoup de gens. Restons dans l'ouverture d'esprit. Regarde, c'est ce que je dis, un miracle, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas encore été prouvé par la science. Tu vois, regarde, Edison, quand il a inventé la lumière, si t'avais dit des siècles en arrière que, bon, un jour, on va appuyer sur un bouton et puis il va y avoir la lumière
tout le monde t'aurait, lui. C'est ça. Tout le monde t'aurait mis au nez, on t'aurait donc ridiculisé. Ouais. Après, on aurait dit, qu'est-ce que c'est que ce fou? Il faut l'enfermer. Tu vois, ça, c'est l'opposition. La chasse aux sorcières. Et puis finalement, aujourd'hui, ok, c'est normal pour tout le monde d'avoir la lumière. Donc, il y a peut-être des choses qui sont vraies dans toutes ces personnes qui s'ouvrent à la spiritualité et qui voient autre chose, un autre monde, qui parlent de l'invisible. Donc ne nous fermons pas à tout ça. De dingue. Et puis il y a plein de scientifiques très cartésiens dans leurs propos qui ont aussi ce genre de réflexion là. On oppose toujours les scientifiques aux croyants, mais il y en a plein des scientifiques qui sont croyants. Oui, et puis tu sais, de plus en plus avec la physique quantique, il y a toute une partie des scientifiques justement qui commencent à comprendre que il faut peut-être pas se borner uniquement à je sais pas des recherches de chiffres et et qu'il y a peut-être une ouverture plus grande à avoir. Il y a des personnes comme Philippe Guillemant par exemple, que je connais pas, qui écoute ses conférences, il fait des conférences qui sont assez intéressantes sur YouTube notamment. Bon, c'est gratuit, ça me plaît voilà, bien. C'est ça. Et c'est une autre ouverture d'esprit encore sur le monde, et ça te fait comprendre aussi parce que lui parle également du fait qu'il n'y a pas d'espace ni de temps. C'est exactement ce que j'allais dire en ce moment, c'est ma grosse fascination, ça c'est marrant. C'est Einstein qui avait, alors lui avec des chiffres et des calculs, il avait établi que le temps n'était pas linéaire comme on l'imagine. Et ça me fascine parce que les gens qui ont ce don de voir l'avenir, peut-être qu'en fait, c'est une réalité qui existe déjà, qu'ils arrivent juste à percevoir. Enfin, je sais pas, je suis partie dans mes trucs, j'étais là, ouais, c'est incroyable. Et c'est Einstein lui-même qui a eu cette réflexion-là autour. Bien sûr. Moi, j'ai pas la réponse à tout ça et je me demande si, en effet, est-ce qu'il y a un monde parallèle qui essaye de communiquer avec nous, ou est-ce qu'il y a plusieurs mondes? Pour moi, en tout cas, d'après mon vécu, mes expériences, etc., je pense que ce qu'on appelle la Terre, donc c'est-à-dire là où on est, tu sais, on arrive là, on est tous balancés, on va dire, dans le jeu, et puis on te dit vas-y joue, ok, on te donne un mode d'emploi, mais qui est souvent un mode d'emploi un peu pourri, qui est pas le bon. Le mode d'emploi à découvrir soi-même, surtout, c'est une arnaque totale. C'est ça, exactement. Et si tu veux. Moi, je pense que notre passage ici, il est uniquement dédié à nous élever en niveau de conscience et uniquement dédié à comprendre des choses autour de justement cette interconnexion que j'ai ressentie lors de cette EMI, cette interconnexion entre les êtres et entre les choses. Tout le reste, pour moi, ça n'est que masque social. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus important pour moi d'avoir alors qu'à l'époque ça l'était, mais bon, ça l'était parce que peut-être ça m'était imprimé dans la tête par, je te dis, ma famille, mon entourage, etc. T'avais besoin d'en passer par là aussi, peut-être. C'était important d'avoir une super carte de visite avec un super titre dessus, etc. Non, mais je suis à 10 milieux de ça, parce que ce qui est important pour moi, c'est de faire des choses avec les autres, d'avancer avec les autres, d'être dans une énergie positive, et puis d'avoir des belles réalisations qui puissent faire un petit peu bouger le monde. Dans notre pays, mais aussi à l'international. Par contre, j'ai des ambitions un peu là-dessus, mais il faut avoir des ambitions. C'est pas de l'ego, ce que j'appelle de l'ego négatif en fait. L'ego négatif, il est tourné vers soi. Qui te pousse surtout à avancer. C'est ça. Exactement. Et puis surtout à faire des choses pour les autres et avec les autres pour aller dans le sens de cette interconnexion. Ouais, et puis toi, t'as vécu quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'on était tous réellement liés et souvent on s'oppose un peu aux autres, même dans la rue, je sais pas, chacun est là pour soi. Toi, t'as ce savoir que nous on n'a pas, en fait, on est tous liés, quoi. Ça, j'imagine que ça te force à avoir de la tendresse envers les autres et à rechercher ce lien particulièrement, non? C'est ce que j'essaye de recréer en permanence à travers tout ce que je fais. Tu vois, mon travail finalement, c'est de transmettre des messages positifs et bienveillants, on va dire, qui puissent aider les gens à s'ouvrir des portes dans l'esprit. Donc je le fais à travers tous les médias que je trouve, y compris à travers des conférences, dans les entreprises, un peu partout.
J'essaie justement de remettre plus de solidarité, plus d'humanisme dans cette vie qui n'est pas très douce pour chacun. Et en fait, je comprends pas pourquoi on agit comme ça, parce que finalement, agir les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui nous pousse à la compétition, qui nous pousse à aller toujours plus haut, mais finalement pour le pouvoir, pour l'argent, et en s'en foutant un peu des autres. Je le sais, je l'ai vécu moi aussi dans des grosses boîtes. Je vois bien quand tu as des gros postes. J'ai fait des comités de direction tous les lundis matins, je me rappelle bien, 4 heures enfermée avec une dizaine d'hommes. Et en fait, c'est tu vois, ces réunions, c'est juste pour montrer qui est la plus grosse, j'ai envie de te dire. Mettre en avant, tu vois, moi je, et puis essayer peut-être aussi de piquer un peu de terrain sur le poste de l'autre pour briller un peu plus. Et j'ai vu aussi dans les grosses boîtes des services qui travaillent les uns contre les autres, mais vraiment parce que ils ont envie de se montrer un peu plus eux, etc. Et puis il y en a beaucoup aussi qui de patrons qui insufflent le diviser pour mieux régner. Et il y a aussi la question des femmes. La question des femmes, c'est que on met souvent les femmes en compétition. Tu sais, c'est face au boss qui est un peu le roi soleil. Et sûr. Donc après, tu as toutes les courtisanes que t'as pas envie d'avoir. C'est ça. Et c'est insupportable parce que du coup, quelque part, on force les femmes à être en compétition entre elles, alors que à la base, qui a envie de ça? Je sais pas. Pas dès le lundi matin, non. C'est certain. Ton truc des 4 heures où faut vraiment se faire bien voir et être dans une énergie comme ça de combat, mon Dieu. C'est ça. Et puis tu sais, quand une femme monte, ça je l'ai bien connu aussi, quand une femme monte on va dire en grade, en poste dans les entreprises, tout de suite, au lieu de dire elle a beaucoup bossé, elle est j'en sais rien, elle a du mérite ou du talent ou machin, en fait on dit elle a couché. Je sais parce que moi je l'ai vécu quand je m'étais mariée. Mon mari qui est devenu depuis mon ex-mari m'avait dit c'est quoi cette histoire comme quoi tu es sortie avec le DRH. Mais pardon. J'avais dit ah ouais. Ok, tout le monde est au courant sauf moi. Franchement, je suis très forte parce que je me tape un nombre de mecs. Ouais, c'est ça. On rigole, mais c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Truc. Alors après, il y a le MeToo qui est parti complètement dans l'autre sens. Ouais. Mais à un moment donné, les choses vont se rééquilibrer. Oui, j'y crois aussi. Je pense qu'on est dans une période compliquée qui doit assainir et parfois de façon très violente et qu'on va réussir à trouver quelque chose après. En tout cas, je suis optimiste là-dessus. Mais tu vois, même hyper intéressant, je prends des cours de théâtre. Oui. Et le prof nous disait, c'est fou parce que je vois que les nanas bossent beaucoup plus dur que les mecs. Et il se retourne vers les mecs, il fait, je suis désolée, vraiment le prenez. Mais c'est une réalité. Elles bossent beaucoup plus dur. Et si elles font une moindre connerie, elles sont super dures avec elles-mêmes. Et donc, du coup, parfois, elles sont même moins bonnes parce que elles sont moins dans un sort de lâcher prise. Les mecs, ils arrivent les mains dans les poches, ils se disent, moi, j'ai cartonné quoi qu'il arrive. Et donc, ils sont aussi parfois meilleur puisque du coup il lâche prise complètement et dit mais putain c'est terrible quoi, et ça me déprime de voir ça, ces nanas qui bossent aussi dur et qui sont dures avec elles-mêmes. Enfin tu vois, il y a encore une réflexion à on se sent obligé en fait de prouver que on est capable de voilà. Et même malgré ça tu couches avec le DRH selon les rumeurs quoi. Franchement c'est navrant. S'il était mignon, au moins. Ouais, au moins. Non, mais beau palmarès, Christelle, beau palmarès, j'admire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette petite fille qui vient de vivre cette expérience, qui sait pas ce qui s'est passé et qui sait pas comment gérer la situation? Je voudrais lui dire, ça y est, je suis là, en fait. J'ai pas voulu t'écouter, j'ai pas voulu comprendre ce que tu avais vécu, j'ai pas voulu suivre ton chemin. Je me suis totalement fondue dans les desiderata en fait de l'entourage et de la vie ici. Maintenant, je comprends et maintenant on va avancer ensemble. Tu dois être tellement plus sereine. Je le suis maintenant.
Je t'avoue que quand j'ai sorti mon livre, donc il y a peu, hein, je crois que j'ai dû pleurer peut-être pendant une semaine, un truc comme ça. Ouais. Je pensais pas que ça me ferait cette réaction-là intérieure, ouais. Et ça a été une réaction très forte parce que d'abord c'était livré beaucoup de moi. Donc un peu à poil. Ouais, c'est ça. Tu te sens un peu mais livrer beaucoup de moi, mais je l'ai pas fait pour disons par ego. Je l'ai fait parce que quand je vis des expériences, que j'apprends des choses sur mon chemin, et ça a toujours été comme ça. C'est un peu, tu sais, comme la petite fille qui dit waouh, j'ai compris un truc, il faut que je vous en parle. Les copains. Je veux partager. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais partager pour pouvoir aider des gens qui traversent les mêmes choses que moi, parce que tu te retrouves quand même assez démuni quand t'as des manifestations de l'invisible qui te dépassent, parce que à la base t'es pas complètement tu vois siphonné, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas, que ça fait 30 minutes qu'on parle et tout va bien. Bon, il me semble aussi, après, on n'a jamais la vérité absolue. Hein. Le livre, le 2e tome, en fait, j'étais perchée. C'est ça. J'avoue, je l'écrirais depuis mon asile. Avec un bras, parce que la camisole, c'est compliqué. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est pour aider des gens qui traversent ça. Et moi, en fait, quand j'ai traversé ça, d'abord, j'ai rien compris. Ensuite, il a fallu que je rencontre plein de entre guillemets d'experts, que je lise énormément de bouquins, que je rencontre énormément de gens très connectés pour comprendre des choses, en fait. Et ce chemin-là, finalement, j'ai voulu le faciliter pour les autres. En leur disant voilà, ok, si t'arrive ça, n'aie pas peur, n'aie pas le sentiment que tu es schizophrène. Bon, peut-être d'avoir fait des analyses dans un premier temps, consulte dans un premier temps, mais si après on te dit que tout va bien, lis mon livre. Ouais, c'est clair. Oui, en fait, toi, tu t'es sentie seule et t'as pas envie que ça se reproduise chez les autres, et t'as envie de leur montrer, de leur tendre la main un peu aussi à travers ce livre. En aidant les autres, tu sais, c'est comme si finalement je m'aidais moi-même aussi, puisque comme je te dis qu'on est tous interconnectés, c'est ça. Et que j'ai ce sentiment d'être l'autre. Donc pour moi, c'est important dans le temps où on est ici. Personne ne sait combien de temps tu restes sur Terre, mais dans le temps, en tout cas, où moi je suis ici, je n'ai envie de faire que des choses avec les autres, pour les autres. Pour moi aussi, bien sûr, mais des choses où on avance ensemble, où on est dans une énergie ultra positive. J'ai pas du tout envie de céder à ce monde ambiant, comme tu dis, qui nous parle de guerre, qui nous parle de Covid, qui nous parle de réchauffement planétaire, etc., etc. Moi, je suis plutôt dans l'idée, tu sais, de l'effet papillon, c'est-à-dire que toi plus moi plus toi plus moi plus toi. La chanson de Grégoire. Et ben, on peut faire vraiment des choses bien ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisserait le champ libre entre guillemets à ceux qui ont envie d'aller plus vers la destruction, vers la passivité, vers la critique, vers le jugement. Pour moi, toutes ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle des âmes primaires ou des âmes jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu encore assez de vie. Alors on a tous été un jour des âmes jeunes ou des âmes primaires. Oui, on est tous passés par là, mais on peut peut-être les aider aussi à les enseigner un peu pour que ils aillent vers un chemin plus agréable pour tout le monde, en fait. Et s'apaiser eux-mêmes. Bah oui. Par la force des choses, quoi. C'est ça, parce que il y en a beaucoup qui sont pas heureux au fond en étant comme ça, je pense. Il y en a beaucoup qui, quand ils se regardent dans la glace le soir, ils sont pas forcément fiers d'eux face à eux-mêmes, hein, même si à l'extérieur ils donnent l'impression, tu vois, de réussite, de briller, etc., etc. Mais on sait bien que d'ailleurs tous ceux, tu sais, qui se font des photos, des selfies sur Instagram, c'est les plus dépressifs. C'est ça, ils pleurent dans leur lit le soir. De dingue. Il y a une étude et vraiment je l'ai vue et même moi j'ai dû le faire. Les couples qui font des messages, qui postent une photo hyper amoureux et qui font des messages hyper longs,
plus la caption est longue et plus le couple va mal. Et les couples qui se prennent en photo hyper moches et qui mettent week-end à Caen, point, et ben en fait c'est les couples hyper sereins, quoi. Ça m'étonne pas. Donc ouais. Et moi je sais qu'avant il y a un ex de longue date, je me rappelle, mais nos vacances avant de rompre, tout le monde était là. Ah, vous êtes tellement amoureux parce qu'on faisait 10 000 photos. Le couple idéal. Ah, le couple idéal là-bas, super, ouais. Mais tu sais que moi, ce que j'ai découvert aussi, j'étais sur le cul parce que je suis très loin de trucs comme ça. C'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui postent des photos, tu vois, dans des superbes pays, des super paysages, etc. Tout ça, alors que ils sont, ouais. Ils sont au fin fond de leur chambre. Oh non, ça va trop loin là. Et c'est dingue. En fait, il y a énormément de gens qui font ça. Donc bon, tu vois, ce monde fake, ce monde de masque social, c'est un monde qui aujourd'hui ne m'intéresse plus. Et j'ai plus envie d'avancer avec des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'être dans le positif, l'optimisme. Ouais. Et là où je suis contente, c'est que finalement, je pense que plus tu t'alignes à l'intérieur, et plus tu changes ton énergie, et plus tu changes ton énergie, en tout cas celle que tu envoies, et plus tout à coup tu te retrouves avec des gens qui te correspondent bien. De dingue. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive petit à petit à se trouver, et à retrouver la petite fille ou le petit garçon qu'on était aussi. Ça, c'est très important, je pense. Celui qui vivait dans l'instant présent, comme tu le dis, qui ne réfléchissait pas au jugement des autres, juste qui était lui-même, quoi. C'est vraiment ce qu'on se souhaite tous au final. Et mais ça prend des années, hein. Ça peut cher, prendre vraiment. Ouais, ça peut prendre vraiment du temps. Moi, je te jure que ça m'a pris 40 ans, quoi. Ah ouais, je comprends. Et aujourd'hui, je suis bien alignée, mais vraiment, ça a été le fruit d'un long travail sur moi-même déjà. Ça c'est sûr, psy et autres, hein, comme tu dis. Ça a été aussi le fruit de nombreuses épreuves, parce que la vie ne nous épargne pas. Et je dis, on a chacun les épreuves dont on a besoin pour nous faire évoluer, et parfois ça peut être des épreuves violentes, hein. Mais à la fin, moi, je remercie de tout ça. Maintenant, par contre, j'ai dit, ok, je pense avoir compris certaines choses. C'est bon. Je sais qu'il me reste encore plein de trucs à apprendre, mais s'il vous plaît, on va le faire dans la douceur. Ouais, c'est clair. J'envoie le message au cas où vous m'entendez, que pour moi aussi, j'aimerais bien que ce soit. Je partage avec toi. Est-ce que, alors j'ai une dernière question, est-ce que ces âmes que tu vois, est-ce qu'elles te parlent, est-ce qu'elles te communiquent des choses, et si oui, est-ce qu'elles ont des messages encourageants à dire pour les terrestres, les vivants? Oui. En fait, donc j'ai là tu me parles de voir des gens qui sont morts, quoi. En gros, je te fais compte, c'est comme dans le sixième sens. Ouais, c'est ça. Ils ont canné. Pourquoi est-ce que vous avez peur le soir? Moi je sais. Oui, on communique des messages. Alors au début c'était pas le cas. Au début c'était drôle, j'allais dire, à la limite, c'est que c'est comme si je voyais du monde et qu'ils me voyaient pas, qu'ils s'en foutaient, qu'ils avançaient autour de moi, voilà. Et même au début, c'est comme si je pouvais je zoomais. Enfin, c'est pas je pouvais, c'est j'étais en zoom par exemple sur une personne, sur son œil ou sur sa bouche, ou je la voyais de dos, voilà. Et petit à petit, la vision s'est affinée, on va dire. Au départ, donc après j'ai vu comme ça des gens, et enfin les gens m'ont vu. Ensuite, parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup de charisme, à force. Ensuite, au départ je ne parlais pas, enfin et ils ne me parlaient pas, et au fur et à mesure ils se sont mis à me parler. Et moi qui suis extrêmement cartésienne, je te dis, pendant très très longtemps, j'ai pas voulu croire à ça, parce que je me disais bon ben en effet j'ai de l'imagination, je m'imagine des gens, quoi, en gros. Et sauf qu'en fait j'ai eu des preuves, on va dire, concrètes, réelles, qui m'ont fait complètement changer d'avis. Notamment au début ça a commencé avec des amis en fait autour de moi, où j'ai vu des personnes donc autour d'elles, et je leur ai dit, parce qu'en fait le truc qui est bizarre, c'est que
c'est comme si, je te dis, c'est comme une forme de télépathie aussi. C'est comme si je savais qui était cette personne qui était là, quoi, en fait. Okay. Donc, je pense à une amie, par exemple, où j'ai vu son père et que je ne connaissais pas, hein, son père, hein, et je savais que c'était son père qui me parlait, en fait. Ok. Et bon, après je lui ai dit, etc. Quand je lui ai dit, elle a été chercher dans sa cave des photos. Je dis dans sa cave parce que son père était décédé quand elle était jeune. Et elle m'a montré une photo et c'est là où moi je me dis waouh, en fait c'est exactement celui que j'ai vu dans ma tête. Ouais, c'est fou. Ouais, donc l'imagination forte hein. Ouais, et ça m'est arrivé plein de fois. Et après il y a d'autres trucs aussi qui me sont arrivés, de voir je vois des lumières en fait autour des gens. Donc après j'ai compris que c'était des auras, enfin en tout cas on me l'a expliqué. Je Avec vois des couleurs différentes. Ouais. C'est ça. C'est ça. Il est quelle couleur mon aura? Et moi c'est et jaune. Ah bon? Ok. Et jaune, ça veut dire jaune, c'est la joie. Ah, c'est joli. C'est bien. Ça veut dire que ça veut dire que t'es relativement bien dans ta vie. Ah, j'adore. Ah bah je suis contente d'être venue, la nana qui est dans son propre salon. Bah écoute, en tout cas tu dégages une bonne énergie. Ah, ça fait plaisir ça. Et je vois des trucs sur les fronts des gens, je vois j'ai du magnétisme, en effet, je vois des gens qui sont morts, je vois ce que je pense être des vies antérieures sur les gens. Ah ouais. Sur les gens? Ouais. Si je me concentre un moment sur quelqu'un, on va m'envoyer une ou deux vies antérieures, et à partir de ces vies-là. Donc avant, je le disais pas aux gens parce que je me disais ouh. Ouais, non. Ouais, bah bon. Et puis tout le monde n'est pas prêt à le recevoir aussi. Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Ça c'est sûr. Hein. Même parmi les gens qui nous écoutent, il y en a une partie qui vont dire toi t'es perché. Et c'est pour ça que je leur réponds non, pas si perché. Mais oui. Parce que malgré tout, ça c'est venu vraiment tout ça par le biais de ressentis. C'est pas venu par des choses que j'ai appris ou que j'ai lu dans des bouquins, etc. Après, je suis allée vérifier des choses. Je suis allée enquêter, on va dire, dans des livres, etc. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai fait des méditations aussi, je me suis entraînée après à méditer sur des personnes connues ou pas connues d'ailleurs, qui étaient décédées. Ok. Et le truc qui est pratique avec les personnes connues décédées, c'est que tu peux aller vérifier des trucs sur Internet après. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on m'avait dit énormément de choses sur ces personnes-là que je ne pouvais pas connaître. C'était impossible pour moi de savoir ça, vraiment. Et donc, ça, si tu veux, ça aussi, ça m'a apporté des preuves de me dire, c'est sûr qu'il y a autre chose. Je sais pas à quoi on a accès. Alors, paraît-il que là, on nous parle d'annales akashiques. Les annales akashiques, tu sais, c'est en fait comme une sorte de grande bibliothèque. Ah non, je pensais que c'était l'œil. Non, ça c'est le troisième œil. En fait, les annales akashiques, c'est comme une sorte de grande bibliothèque où serait consigné en gros un livre sur chaque être humain, on va dire. Donc il y a un livre sur Pauline et sa vie, tu vois. La petite Pauline. Voilà, je vais aller le lire. Je vais me renseigner. Donc pourquoi Pauline est joyeuse? Et en fait quand tu commences à être, on va dire, en lien avec l'invisible, c'est comme si tu avais accès à cette fameuse bibliothèque akashique. Okay. Et moi, j'ai pu vérifier des trucs, mais de fou, quoi. Je me dis, mais comment je peux savoir ça sur telle personne? Jamais de la vie, je veux dire, on m'en a parlé, je suis certaine de pas l'avoir entendu, enfin, voilà. Mais tu sais, en fait, je suis en train de me dire que ta carrière passée, que tu disais formatée par le fait de faire plaisir à tes parents, à la société et tout, mais je suis certaine qu'elle te sert aujourd'hui à avoir de la crédibilité, parce que c'est la première chose que je me dis chez toi, c'est, alors elle raconte des choses, moi j'y crois, mais je comprends qu'on puisse ne pas y croire, sauf que ça te donne un vrai sérieux, une vraie assise d'avoir eu les tafs que t'as eu, donc heureusement en fait que t'es passé par là, je trouve. Ouais, et d'ailleurs c'est drôle parce que il y a eu un article dans Le Monde qui parle de moi là-dessus. Ah oui, donc Le Monde, et là, je ce me suis petit dit, magazine un peu maman, je passe dans Le Monde pour ce sujet-là en plus, tu vois. Et donc je crois que le Monde est en train de est avec un M majuscule est en train de s'ouvrir, tu vois, vers
vers d'autres choses en fait. On est en train de se rendre compte que justement dans le monde dans lequel on vit est complexe et que peut-être qu'il faut voir un petit peu plus loin quoi. Donc je trouve ça très chouette qu'il y ait des gens qui osent aller sur ce chemin-là. C'est un très beau mot de la fin. Il est 11h pile et tu dois partir à 11h pile. J'étais la maîtresse du temps. Alors là, Christelle. Merci d'avoir surveillé ça. Merci c'est chouette, beaucoup à toi. Parce que moi, j'aurais passé des heures à discuter avec toi parce que c'est très doux. Ah, ça me fait plaisir. Et puis toi, mais j'ai envie de te poser 10 000 questions. C'est presque un peu frustrant, mais on s'était dit 11h, c'est 11h. Maintenant, t'as une autre radio, c'est ça? C'est ça. Mais on se reverra. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Pas si perché aux éditions Guy Trédaniel. Je pense que c'est un chouette cadeau de Noël à offrir. Je pose ça là. J'en dis pas plus. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.